Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Mardi 10 mars, je reçois ce matin le dirigeant du centre de formation Artes, Cyril Bureau. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Bonjour Clément et merci de l'invitation. Artes Formation, organisme de formation professionnelle continu spécialisé sur les fonctions support de l'activité des entreprises, associations et collectivités. Ça commence en 2005, vous allez fêter vos 10 ans là cette année. Au départ, c'est quoi l'entrepreneur qui constate qu'il y a une demande à satisfaire? Comment ça commence? Oula, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est une envie, après quelques années déjà dans ce secteur d'activité. Petite précision tout de même, activité positionnée historiquement sur des fonctions très particulières, celles de l'organisation et de la communication dans le domaine du spectacle au départ et de l'événement au sens large. Voilà. C'est combien de jours de formation à l'année que vous dispensez là aujourd'hui? 2014 très précisément, 387. Ça fait une belle année. Hein. Ça fait une belle année, effectivement. Un chiffre d'affaires qui tourne autour de combien? Chiffre d'affaires, les chiffres sont sortis il y a 15 jours. 521 000 euros précisément de chiffre d'affaires. En très forte progression en 2014, plus de 55% de progression, on est fiers. Je pense que beaucoup d'entreprises aimeraient en dire autant dans le contexte actuel. Ça veut dire plus de formation sur le territoire, en tout cas sur lequel est né Artes Formation, ou vous êtes en train de... Sur quel territoire vous fonctionnez? Parce que c'est pas que Nantes. Alors, historiquement, le positionnement était déjà en 2005 sur 3 régions et 3 grandes capitales régionales, Nantes, Toulouse et Lille. Les développements de notre activité ont fait que nous avons recentré plutôt sur Nantes et Toulouse avec des périodes sur Lyon, Marseille. Période économique un peu compliquée, aux alentours de 2008-2010, repli sur Nantes à partir de 2011 et à nouveau redéploiement maintenant sur Toulouse depuis 2013 et nous ouvrons en ce moment même à nouveau nos formations sur Lyon. Alors c'est combien, pour rester dans les chiffres encore, c'est combien de participants qui sont concernés là en 2014 par l'ensemble de vos formations, de vos modules? Le chiffre à peu près, alors là je ne l'ai plus en tête, mais c'est aux alentours de 750 personnes, 750 participants. Les domaines sur lesquels vous intervenez, les champs de compétences que vous proposez très, très largement, toutes les fonctions support des activités des entreprises, c'est-à-dire la communication, le management, l'organisation, la bureautique, qu'est-ce que je n'ai pas cité, tout ce qui est administration, gestion, le juridique et puis plein d'autres choses. Nous sommes à nouveau aussi sur le champ des formations un peu plus techniques. Je pense à des logiciels très spécifiques, logiciels type AutoCAD, logiciels de dessin, pour des architectes ou des régisseurs techniciens, et aussi des formations plutôt liées à la prévention des risques en entreprise. Secourisme, sauveteur secourisme du travail ou CACES divers et variés. Alors entre la formation en communication et la conduite de chariot élévateur, on fait parfois un peu le grand écart, mais ça se passe toujours très bien. C'est combien de personnes en back-office qui font tourner Artes aujourd'hui? Ouh là là, alors nous ne comptons pas les clandestins qui sont dans la cave et qui pédalent pour que nous ayons de l'électricité, on est d'accord? Non, nous sommes une équipe de 4 personnes, et nous gérons tout cela à partir de Nantes, et ça demande pas mal de travail, des journées un peu longues, et puis pas mal de déplacements aussi, mais c'est toujours avec plaisir. Évidemment, c'est une équipe pédagogique qui dispense les formations. Comment est-ce que vous les recrutez, ces formateurs? Alors là, j'ai le plaisir, la chance et l'honneur de travailler avec des personnes qui sont ce que j'appelle des experts sur leur domaine, qui ne sont pas directement rattachés à Artes. Les salariés permanents d'Artes sont uniquement sur le back-office. Moi-même, je suis un des membres de l'équipe pédagogique, évidemment, j'interviens, mais je fais appel à 25 formateurs dits occasionnels, c'est le terme du métier, et que je suis aller rencontrer, rechercher, ou que j'ai croisé parfois fortuitement au hasard des rencontres et de mes implications à la fois professionnelles mais aussi personnelles et associatives. Et ces personnes ont avec moi une envie commune de partager, de transmettre leur savoir et ont de véritables compétences pour apporter de la valeur ajoutée aux personnes qui viennent se former et développer leurs compétences chez nous. Votre promesse et votre différenciation, c'est la formation sur mesure. Concrètement, ça veut dire quoi sur mesure là pour Artes ?
Ça veut dire que nous sommes à l'écoute des besoins, des attentes, que nous sommes en mesure d'adapter nos contenus de formation, adapter effectivement, oui, par le propos, mais aussi le format, mais aussi la date, le lieu. Nous proposons énormément de solutions qui permettent à nos clients de se rapprocher, de se réunir entre eux pour mutualiser des besoins de formation et que nous allions les proposer chez eux parce que c'est beaucoup plus simple que ce soit un formateur qui se déplace plutôt qu'une équipe de 12 personnes, surtout quand parfois, bien, dans le fin fond du Morbihan, c'est pas forcément là où on trouve le plus d'organismes de formation. Là, on a parlé de vous en tant qu'opérateur de formation. Du côté des entreprises et des salariés, c'est là d'où, évidemment, part la demande et là où sont vos clients. La formation continue, c'est un levier de management pour mobiliser les collaborateurs en entreprise aujourd'hui? Oui, complètement. Complètement, c'est très valorisant pour un salarié que de partir en formation et apprendre de nouvelles façons de travailler, de nouvelles manières de voir les choses, mais aussi de trouver des solutions aux problématiques qui sont les siennes concrètement sur le terrain chaque jour. C'est aussi de la considération qu'une entreprise peut apporter à son salarié. La formation professionnelle a aussi un autre aspect. Je rappelle que la création du DIF, il y a quelques années, c'était aussi pour permettre aux salariés de se former sur ses propres choix de formation, ses propres envies, et pas uniquement répondre aux besoins de son employeur. Un employeur qui accepte qu'un ou une salarié aille se former sur d'autres thématiques que celles qui lui sont directement concernées, enfin qui le concernent directement, montre aussi à son salarié, sa salariée, qu'il a de la considération et de l'attention pour lui et pour elle. On va reparler du DIF parce que ça concerne notamment la réforme avec l'entrée en vigueur au 1er janvier 2015. La formation, ce sont aussi des salariés qui s'absentent? Oui. Pour le chef d'entreprise, pour les managers, pour les ressources humaines? Eh bien écoutez, ça fait prendre l'air aux salariés, ça leur fait voir d'autres choses, ça leur permet de rencontrer d'autres professionnels, de partager des problématiques, voir comment trouver des solutions, apporter une expérience à un groupe qui va réfléchir ensemble sur des questions particulières. C'est avant tout un investissement en temps pour le salarié et l'entreprise, et il en ressort toujours quelque chose. Comment est-ce qu'on le calcule, ce retour sur investissement? Oula. Si vous connaissez un magasin qui vend des boules de cristal, déjà ce serait pas mal de me l'indiquer, ça m'intéresse. Non, ça c'est très compliqué. Et ça se voit avec le temps. Donc la réponse, parfois sur des formations très très techniques, on la trouve tout de suite. Vous faites une formation qui vous apprend à gérer de manière un peu automatisée certains fichiers de données, vous allez le trouver tout de suite. 1 heure, 2 heures de gagné par semaine, ça se calcule très rapidement. Après, il y a des formations qui apportent une réflexion totalement différente à la manière dont on appréhendait les choses auparavant. Et là, il faut que le temps fasse son œuvre et que surtout le former ait le temps d'appliquer tout cela en entreprise. Et parfois, ça peut prendre beaucoup de temps, plusieurs semaines. Donc là, je n'ai pas de réponse, mon cher Clément. Est-ce qu'il y a une résistance des salariés, particulièrement en France, dans notre culture, à la formation, au rapport, au savoir continu, à la formation continue tout au long de sa carrière? Moi, je dirais qu'il y a plutôt de l'envie, beaucoup d'envie. Il y a des freins. Partir en formation, quelque part, c'est faire aveu de faiblesse. Mais ça, je pense que beaucoup de salariés ont envie de se former pour continuer à évoluer, pour continuer à porter le projet de l'entreprise. On néglige souvent le fait que les salariés sont attachés à leur entreprise et ont envie de bien faire. Voilà, ils sont plutôt demandeurs. Après, la difficulté pour l'entreprise, c'est comment je fais accéder mon salarié à la formation dont il a besoin. C'est la question des financements et le secteur sur lequel nous sommes principalement positionnés n'est pas habitué à s'acquitter des coûts de formation, il y a des prises en charge pour cela, il y a des contributions que les employeurs versent, donc ils attendent en contrepartie des prises en charge, et c'est bien normal. Mais parfois, la formation est vue avant tout comme une contrainte, une obligation, avant d'être vue comme un investissement. Voilà. C'est pas du côté de l'envie qu'il y a le plus de réticence, c'est véritablement sur des problématiques de moyens. Alors, moyens pas uniquement financiers, c'est aussi le temps, parce que quand on a des contraintes
On est souvent en sous-effectif. Voir un salarié partir, eh bien, ça veut dire qu'il y a du travail qui va s'accumuler pendant son absence. Comment est-ce qu'on fait pour pallier son absence? Est-ce qu'une bonne formation, c'est une formation certifiante? Non. Non, absolument pas. Reconnue par l'État, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Non. Alors attention. Je ne dis pas que ça n'a pas d'intérêt, mais il y a d'excellentes formations qui n'ont pas de reconnaissance, tout simplement parce qu'il est très compliqué d'avoir des reconnaissances et des certifications. Une formation certifiante, ça veut dire un minimum d'heures. Vous pouvez avoir d'excellentes formations qui durent 2 jours et qui vous règlent un certain nombre de problèmes, mais c'est pas pour autant que vous allez pouvoir prétendre à une reconnaissance de niveau, parce que la certification, c'est ça, c'est donner à une formation une reconnaissance de niveau. Moi, je ne vois pas quel niveau on peut prétendre avoir après avoir suivi une formation de 2 jours, de 3 jours, sauf à reconnaître qu'on est rentré avec un niveau Bac+3 et qu'on ressort avec un niveau Bac+3 également. Projet de réforme signé en 2013, appliqué là depuis le 1er janvier 2015, après d'âpres négociations entre les partenaires sociaux. Fin de la contribution légale pour une contribution unique. La fin du DIF aussi. Alors DIF, CIF, on passe à un compte professionnel de formation. Comment vous l'avez vécu cette réforme? Parce qu'on a le sentiment que pour une fois, ça va quand même dans le sens de l'intérêt du salarié et que les choses sont plutôt positives. J'ai le droit de tempérer cet optimisme. Le devoir. Le devoir. Le devoir. Bon, écoutez, voilà, je pense qu'on a pas mal de gens qui ont réfléchi là-dessus, qui apportent des réponses, certes, intéressantes pour une partie de la problématique, mais absolument pas de solution globale satisfaisante. Pour vous, c'est de la cosmétique, concrètement? C'est un coup de... Alors, sur une bonne partie de la loi, oui. D'accord. Voilà, très clairement. Ça n'arrange rien, ça complexifie les choses. Je pense qu'avant tout, mais c'est très personnel, hein, ce que je veux dire là, je pense avant tout que c'est une loi qui permet de faire du ménage. La formation professionnelle, évidemment, il y a énormément d'argent dans le secteur de la formation professionnelle et on n'a pas de visibilité sur par où elle passe, où elle va, à qui profite cet argent-là. Donc on fait le ménage. Ça a été le cas après la loi de 2009. On a réduit de 77, je crois, à 12 OPCA. Donc qui sont des organismes paritaires financeurs, voilà, qui collectent la contribution à la formation professionnelle et qui la redistribuent ensuite en finançant les projets de formation des salariés et des entreprises, évidemment. Mais il y avait déjà un problème de lisibilité quand on sait, il y a une enquête qui est sortie il n'y a pas longtemps, que 76% des salariés n'avaient pas profité du DIF. Aujourd'hui, il y a quand même un gros problème de communication, notamment sur le dispositif et la création de ce compte professionnel qui va suivre, si j'ai bien tout compris, le salarié et non plus le contrat de travail. Tout à fait. Le nouveau CPF, donc compte personnel de formation, est rattaché non plus au contrat, mais à la personne. Ce qui change beaucoup de choses. Pour garantir cela, une grande nouveauté, et ça c'est plutôt une bonne chose, c'est un organisme totalement indépendant et qu'on ne peut pas suspecter de quoi que ce soit, la Caisse des dépôts et consignations qui va gérer le compte personnel de formation. Donc ça c'est plutôt pas mal. L'intérêt, c'est que le salarié ou la personne va pouvoir suivre tout le long de sa carrière ses droits à formation et savoir très précisément où est-ce qu'il en est. Après, pour le reste, vous avez parlé tout à l'heure de la certification des formations. La grande nouveauté, c'est que la loi maintenant va donner une priorité aux formations effectivement qualifiantes, certifiantes, avec une inscription au RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles. Moi j'ai un souci. 80% des personnes qui viennent en formation chez nous viennent pour des formations très courtes et ont un niveau de formation minimum à Bac+3. Ces personnes-là ne cherchent absolument pas à obtenir une certification, une reconnaissance de niveau de formation supplémentaire, ils l'ont déjà. Voilà. Ils viennent pour se perfectionner sur un point particulier de leur activité. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure, il y a de très bonnes choses, à moins qu'il y ait une autre question. On va conclure parce qu'on arrive déjà au bout. La réforme, donne la priorité en fait à la formation et l'adaptation à l'emploi des personnes privées d'emploi. Et on est tous d'accord pour dire qu'il y a beaucoup trop de personnes au chômage et qu'il faut apporter des solutions à cette situation. Donc là où la formation va dans le bon sens, c'est dans cette voie-là. Par contre, elle fait, la part belle,
j'aime pas cette expression, mais à cette catégorie de personnes dont il faut s'occuper, et elle a plutôt... elle est de nature à casser ce qui fonctionnait très bien pour les salariés, et ma crainte est que la dynamique dans laquelle beaucoup d'entreprises étaient de former leurs salariés soit un peu contrariée par cette réforme. Dont acte. Merci en tout cas Cyril Bureau d'être venu à Sun Business. La semaine prochaine, je recevrai Olivier Duhagon. Il est directeur régional ERDF, électricité, réseau, distribution de France pour les Pays de la Loire. Excellente semaine. Restez à l'écoute de Sun et très bonne journée. Merci.